Débat, analyse, opinion. Le réveil de l'info, C'est Atlantique Radio. C'est vrai, c'est assez bien de dire bonjour de temps en temps à des auditeurs en leur rappelant qu'ils sont calés sur une fréquence que souvent ils ne connaissent pas d'ailleurs, parce qu'ils ont l'habitude de se caler comme ça en FM ou dans la voiture. Mais qu'ils connaissent de plus en plus. Mais qui connaissent de plus en plus évidemment, puisque merci d'ailleurs de nous écouter de plus en plus nombreux. Messieurs, bonjour. Bonjour. Alors, nous avons Je n'ai plus mon papier, je ne sais plus où il est, ce n'est pas grave, puisque je vous connais par cœur, Hicham El Bayed, docteur en relations économiques internationales, docteur en management des territoires, conférencier, modérateur, chroniqueur TV et radio, et puis Saïd Youssef, professeur d'économie à l'université Hassan II de Casablanca. Comme tous les lundis, on va parler d'économie. À l'issue de la CAN 2025, au-delà du football, un message politique fort a été adressé au peuple marocain par Sa Majesté le roi Mohamed VI. Le souverain a rappelé que la réussite de cet événement continental n'était pas seulement marocaine, mais aussi africaine, soulignant que le royaume du Maroc est et restera un grand pays africain fidèle à l'esprit de fraternité, de solidarité et de respect envers son continent. Dans un contexte marqué par des rivalités régionales tout de même, on le dit souvent dans cette émission, des recompositions géopolitiques et une compétition accrue entre puissances africaines et extra-africaines, ce message résonne comme une affirmation stratégique. Le Maroc entend continuer à jouer un rôle central dans la construction d'une Afrique unie et prospère en s'appuyant sur la coopération, le partage d'expertise et des partenariats ambitieux. On va parler aujourd'hui de ces relations entre le Maroc et les autres pays africains, entre le Maroc et l'Afrique. D'abord, je voulais revenir sur le message de Sa Majesté, qui dépasse largement le cadre sportif, même si on sait qu'il s'est passé plein de choses au niveau sportif pendant cette CAN. Et là, on se rend compte que la CAN est devenue un outil politique et diplomatique très puissant. Et j'ai l'impression encore plus dans cette CAN 2025 qui commence. Merci Franck, merci Saïd. C'est toujours un plaisir d'être là en ce début de semaine. Alors tu as dit un mot qui me semble très très pertinent au passage. Tu as dit les relations du Maroc avec les autres pays africains. Et c'était pas innocent de ta part. Non, c'est pas innocent parce que... C'est souvent on oublie effectivement que le Maroc il fait partie de l'Afrique et on dit Maroc-Afrique alors qu'on est en Afrique. Et donc la relation maroco-africaine... Bon, on peut dire aussi les relations entre la France et l'Europe. Oui, mais là effectivement dans le contexte marocain c'est fondamental, c'est tout à fait à point nommé de l'acter pour dire que nous sommes en Afrique et que nous sommes en train de construire avec nos amis et frères africains. Effectivement, la zizanie, la turbulence, le pouvoir de nuisance, en tout cas, moi je le dis, je le redis par ceux et celles que nous connaissons tous et pas besoin effectivement de les rappeler, ils ont réussi effectivement à monter un complot, une conspiration et c'est pas de la paranoïa de notre part, c'est une réalité, ça a été acté, il y a même des bruits qui courent effectivement pour le témoigner, mais le Maroc est toujours là pour dire que ce genre de tempêtes ne vont pas effectivement nous dissuader par rapport à ce que nous sommes en train de construire en Afrique. Nous sommes partis très loin pour revenir à mi-chemin pour dire qu'on ne peut plus continuer. Non, le Maroc continue. Les relations économiques, les relations commerciales avec les pays africains, que ce soit les pays de l'Est, d'Afrique de l'Est, je pense au Djibouti par exemple. Vous savez, nous sommes très très loin dans nos relations commerciales avec Djibouti. Nous sommes avec l'Afrique de l'Est, avec l'Afrique de l'Ouest, avec même l'Afrique du Sud. Nous sommes en train de monter un très bon projet, peut-être avec une certaine humilité. C'est ce qui caractérise peut-être la force de frappe marocaine, c'est qu'on n'est pas dans le triomphalisme et peut-être tenir un discours hautain vis-à-vis des Africains. Non. Nous sommes en train de co-construire avec... Peut-être qu'il y a un modèle marocain, tout simplement. Alors, le modèle marocain, il est là. Qui n'est pas un modèle agressif. Oui, on est dans le soft, dans le soft power, bien entendu. Exactement, oui, voilà. Oui, on est en train d'entamer le modèle. Il y a tellement de modèles différents en Afrique, alors en ce qui concerne les pays africains, mais en ce qui concerne aussi les grandes nations étrangères qui sont très présentes, comme la Russie, la Chine, la France, etc. Alors Donc, il y a beaucoup de modèles. Oui, mais il y a une concurrence, effectivement, qui se fait...
en Afrique. Tout le monde, effectivement, considère que c'est un gâteau et tout le monde cherche à avoir sa part du gâteau. Là, vous évoquiez la conspiration. Moi, je parle de manipulation, qui sont des méthodes d'influence qui sont utilisées. Je pense que c'est pas du tout ce que fait le Maroc pour arriver à prendre des parts de marché dans une économie, ni au Sénégal, ni en Côte d'Ivoire. Quand vous dites conspiration, complot, ces mots, ils sont chargés de symbolique. Ils sont chargés aussi de négativité, ce qui n'est pas le cas pour le Maroc. La diplomatie marocaine, que ce soit une diplomatie économique, une diplomatie scientifique, une diplomatie culturelle, tout ceci relève religieuse, tout ceci relève effectivement de cette façon de faire à la marocaine qui donne ses fruits. Et pas besoin de rappeler qu'au jour d'aujourd'hui, il y a une délégation sénégalaise qui est là, qui vient à la charge pour dire que ce genre de parasitisme, nous devons effectivement l'évacuer au plus vite parce qu'il y a plus solide. Et ça me rappelle, et peut-être avant de céder la parole à mon ami Saïd, ça me rappelle effectivement le discours qu'on tenait quand le torchon brûlait entre le Maroc et la France, et on se disait les relations sont un petit peu tendues, mais on n'a pas oublié que c'est la force de frappe économique, c'est les relations économiques, c'est les relations entre le MEDEF et la CGEM, entre autres, qui ont poussé effectivement le politique peut-être à s'aligner sur cette façon de faire. Et en tout cas, on a vu aussi qu'il y avait des relations fortes, par exemple dans le cas du Sénégal, entre le souverain et le gouvernement du Sénégal, et que les choses pouvaient être réglées assez facilement. Oui, le Maroc a remis les pieds dans l'Union africaine en 2017. C'est pas pour rien. C'est pour dire que nous avons un cheminement, que nous avons une vision, que nous avons une trajectoire, et nous allons la réussir tant bien que mal. Ça veut dire même s'il y a du parasitisme de part et d'autre autour du leadership marocain, le chemin va être poursuivi. Bon, on va quand même laisser Saïd s'exprimer pendant 2 minutes. Merci Franck, merci Bayat. Donc je vais rebondir pour dire que il faut savoir lire le discours royal. Le communiqué du cabinet royal est clair. Tout à fait. Oui, on y reviendra tout à l'heure parce que c'est pour dire tout simplement qu'il faut que les relations entre le Maroc et l'Afrique relèvent du stratégique. Oui. Et que le Maroc ne confond pas ce qui est sportif avec ce qui est économique et ce qui est historique. Et rappelez encore que la vision stratégique du Maroc vis-à-vis de l'Afrique, c'est une stratégie qu'on est en train de mettre en place. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la visite le sommet maroco-sénégalais avec une délégation importante qui est en train de discuter l'avenir des relations entre le Maroc et le Sénégal. Et on ne doit pas oublier que le Maroc, c'est aussi une machine économique en Afrique. Lorsqu'on parle du Maroc, c'est le premier investisseur en Afrique de l'Ouest. C'est le deuxième investisseur en Afrique. On ne doit pas oublier, c'est l'initiative atlantique. On est en train de mettre en œuvre. L'initiative atlantique qu'on est en train de mettre, c'est l'effort logistique fourni au Maroc pour désenclaver l'Afrique. C'est le gazoduc 6800 km. Donc le Maroc, il est là, il investit parce qu'on croit énormément dans nos racines en Afrique. On croit énormément dans l'histoire. Le Maroc, c'est un pays millénaire. Et la vision royale, le communiqué royal est là pour confirmer cette réalité historique. Et le dossier aujourd'hui dont on parle, malgré que certains intellectuels, malheureusement, dans les médias, ont essayé de mélanger le sportif avec l'économique. Moi, je sens... c'est pas des intellectuels. Oui, moi, je sens qu'il y a une étanchéité. C'est des conflictuels. Une étanchéité entre le sportif et l'économique. C'est un petit dossier. Et d'ailleurs, si on veut parler même de la Canyon, le bilan est positif. Et c'est reconnu par toutes les instances internationales qui organisent le foot, par les médias. On a réalisé des records à tous les niveaux, d'un point de vue investissement, d'un point de vue touristique, d'un point de vue notoriété. On doit continuer sur cette voie. Eh bien, écoutez, on en reparle dans quelques minutes. Moi, je voudrais revenir sur un mot particulier dans le discours royal je vous dirai ça tout à l'heure. Allez, dans quelques petites minutes, Karim Droné pour les infos.
Et on fait la photo, qu'est-ce que vous voulez. Voilà, on prend notre temps. Les décodeurs, jusqu'à 9h30, il y a vraiment de la bonne humeur dans ce studio. Ce matin, malgré le froid, Saïd Youssef, professeur d'économie à l'université Hassan II de Casablanca, et consultant, et Hicham El Bayed, docteur en relations économiques internationales, docteur en management des territoires, conférencier, modérateur, chroniqueur, radio et TV. Il n'a plus de carte de visite maintenant, c'est parce que ça ne rentre plus. Son imprimeur lui a dit c'est terminé. Hicham, je ne travaille plus pour toi. Merci. Je voulais revenir sur ce message royal qui date de jeudi soir. Alors, et une partie du texte, cette édition de la compétition continentale fera date, car au-delà de ses excellents résultats sportifs, elle aura permis de mesurer le bond qualitatif que le royaume a réalisé sur la voie du développement et du progrès, fruit d'une vision de long terme et d'un modèle marocain singulier et performant qui place le citoyen au centre de toutes les ambitions. J'aimerais que vous me disiez quelle est votre analyse de ce modèle marocain singulier. Alors, modèle marocain singulier, par plusieurs choses à la fois. Il faut toujours décrypter un peu les Ouais, messages. ouais. Et puis, on le répétera jamais assez, le discours royal, c'est toujours le discours du bon père de famille. Moi, la semaine dernière, je le disais à cette place. Bon père de famille, mais qui dit quand même ce qu'il pense là. Non, il dit beaucoup de choses. Il dit beaucoup de choses. Non, il dit beaucoup de choses comme à l'accoutumée. Il dit de très bonnes choses, d'excellentes résolutions pour nous rappeler qu'il y a des priorités, pour nous rappeler à l'ordre, pour effectivement rappeler la raison, encore une fois. On n'est pas là pour continuer sur la lignée qui est tracée par nos détracteurs. On est là pour construire pour un Maroc qui se veut fédérateur pour l'Afrique, qui se veut conciliateur par rapport aux divergences qui peuvent éventuellement se faire autour du projet marocain du côté de nos partenaires africains. Nous rappeler aussi la singularité dans le sens de notre positionnement géostratégique, géoéconomique ou géographique tout simplement. Nous sommes au carrefour de plusieurs continents, nous sommes au carrefour de plusieurs civilisations, et donc rester singulier dans cette approche n'est pas un narratif gratuit ou un narratif, j'allais dire, folklorique. On est dans le pragmatisme économique, on est dans le pragmatisme diplomatique. Et encore une fois, je salue avec toute la noblesse, effectivement, le discours de Sa Majesté, que Dieu l'assiste, parce que c'est un appel à la raison, c'est un appel aussi qui est donné aux partenaires. C'est pas pour nous autres Marocains seulement que cette lettre, ce discours a été fait. C'est fait aussi pour nos partenaires, parce qu'ils sont là pour décrypter ce qui se passe chez nous. D'ailleurs, les médias internationaux en ont fait l'écho. Oui. Les médias qui avaient couvert la CAN en ont fait l'écho. Ça veut dire que ce modèle de développement marocain, il est aussi différent de pas mal d'autres pays, y compris des grands pays africains. Saïd. Oui, le message royal rappelle déjà aux citoyens et à l'environnement international que le Maroc tisse des relations spécifiques avec l'Afrique. Déjà, il rappelle qu'on est un pays africain, ça c'est très important. Rappelle bien que ce sont des relations séculaires qui datent les racines du Maroc. Et ça nous rappelle le discours de Feu Hassan II, sont en Afrique. Le discours royal, lorsqu'il parle de modèle, on va rappeler quand même quelques données. Il y a quelques jours à Davos, le Maroc s'est présenté comme un hub pour l'investissement. Donc déjà, c'est un modèle. Le Maroc, c'est un carrefour, c'est un passage vers l'Afrique. Ça. Et grâce à la vision royale, grâce à cette vision long-termiste, on est en train de la réaliser. Rappelons une donnée importante, parce qu'il est important de parler, par exemple, d'un port comme celui de Dakhla. Juste le port de Dakhla, il n'a pas une vision économique, mais une vision logistique. Et c'est une vision royale. Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est de désenclaver les pays de l'Afrique. Beaucoup de pays aujourd'hui vont profiter de la logistique du Maroc. Et d'ailleurs, le port de Dakhla, c'est un modèle. C'est l'un des ports les plus profonds en Afrique. 23 mètres. C'est le plus profond d'Afrique. Avec ce que ça signifie. Oui. Donc, à mon sens, le communiqué royal aujourd'hui, c'est une feuille de route pour nos relations avec les pays africains. Et important, on doit travailler
On doit viser nos objectifs à long terme en oubliant les rivalités et les jalousies à droite et à gauche. Le Maroc dit attention, il y a la CAN, on l'a organisée, c'était une réussite, connue, reconnue à l'échelle mondiale. Et les chiffres sont là. En termes de recettes, en termes de tourisme, le Maroc se rapproche de 20 millions de touristes. Les résultats sont là. Maintenant, passons à autre chose. Et surtout, n'oublions pas la stratégie que les relations avec l'Afrique, ce sont des relations d'avenir, ce sont des relations basées sur win-win. Et c'est du sérieux. Et d'ailleurs, on va le rappeler encore, aujourd'hui, c'est la réunion entre le Maroc et le Sénégal pour parler de l'avenir et rappeler que les relations entre le Maroc et le Sénégal, ce ne sont pas des relations qui datent d'hier. C'est des relations spirituelles, Oui. c'est des relations historiques. C'est un soutien stratégique entre le Maroc et le Sénégal partout dans les 4 coins du monde. Aujourd'hui, au niveau de l'Union africaine, donc ce sont des relations stables, séculaires, historiques, et on doit les sauvegarder, les développer. Et les petites nuisances ne doivent pas déranger cette ligne stratégique importante. Un si, mot, ouais, Hicham. si on a paraphrasé Après, le j'ai une autre discours question. royal, effectivement, c'est dire ne laissons pas le foot gâcher les relations profondes avec nos amis africains. C'est ça l'idée. C'est dire que ce qu'on a vécu, effectivement, à la finale de la Coupe d'Afrique, c'est vrai, ça fait pas honneur, on va dire, au standing, on va dire, du football africain. On a des joueurs africains qui jouent dans les grandes ligues européennes. On a des infrastructures qui sont world class, de classe mondiale. Nous avons un management. Et ça, c'est important, on ne le dit pas assez. On a un management, on a des managers maintenant 100% africains. Par le passé, on faisait appel à des Européens, des Américains, etc. Maintenant, c'est des Marocains, c'est des Africains qui gèrent effectivement leurs infrastructures africaines, que ce soit sur le digital, sur l'infrastructure routière, autoroutière, portuaire, aéroportuaire. On est vraiment sur... Et j'ai envie de dire heureusement. Hein. Heureusement, il était temps aussi. Voilà. Il était temps de basculer vers effectivement un management, un leadership africain. Et c'est ça aussi dans ce sens que le discours royal a été fait. C'est pour rappeler justement tous ces fondamentaux pour dire que le Maroc se doit de capitaliser sur ce qu'il a réalisé. Et nous autres, nous devons aussi aller dans ce sens-là et faire aussi notre mea culpa par rapport à ce qui s'est passé. On le disait en off tout à l'heure, il va falloir que les autorités marocaines, j'allais dire services des renseignements marocains, la diplomatie marocaine fasse aussi son mea culpa par rapport à ce qui s'est passé. On a l'impression qu'on a été devancé, on a été dépassé par les événements, on a été pris de court justement dans cette campagne organisée justement pour faire justement nuisance et aboutir justement à semer la zizanie. Il va falloir qu'on tire des leçons. S'il y a des leçons à tirer de cette canne, c'est justement en termes psychologiques, en termes de guerre psychologique, en termes de guerre digitale, il va falloir justement en tenir les conséquences. Vous vous rendez compte quand même que si Brahim Diaz n'avait pas voulu faire de panel cat, il avait tiré un vrai penalty, on n'en serait même pas là. Hein. Franck, je vais ajouter un élément important, c'est que la CAN 2025 Maroc, c'est une leçon pour les Africains. C'est une leçon d'un point de vue infrastructure, organisation, mais aussi de l'esprit sportif. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train de traiter au niveau des instances de la CAF, il va faire leçon à toutes les équipes pour dire attention, le fair play, l'esprit sportif doit régner et c'est une correction pour l'avenir du sport africain. Et de rajouter aussi par rapport en tout cas à l'ancrage africain du Maroc, juste 2 ou 3 chiffres, certainement on y reviendra tout à l'heure. 15 à 40% du chiffre d'affaires de nos 3 banques. Hein. Je parle de TGL Wafa, je parle de la Banque Populaire, je parle de Bank of Africa, ex-BMCE. 15 à 40% des résultats consolidés, chiffre d'affaires consolidés de ces 3 banques, il se fait en Afrique. Maroc Télécom, elle a développé une marque en Afrique qui s'appelle Movie Africa. Alors, elle est présente sur 11 pays et elle est capable justement de donner la possibilité à 72 millions d'Africains d'être connectés sur Internet. Imaginez effectivement le pouvoir que nous avons effectivement économique en Afrique. Et si j'ai parlé du secteur bancaire, on pourrait parler du secteur des BTP, on pourrait parler de l'OCP, on peut parler du secteur agricole, on pourrait parler du secteur de l'énergie verte. Alors, donc tous ces secteurs-là effectivement sont porteurs justement de cette... Justement, donc banque, assurance, télécom, BTP, agriculture. Oui. On peut parler d'une success story marocaine, vraiment. Est-ce qu'on peut rappeler
rappeler rapidement comment on en est arrivé là? Parce qu'il y a plusieurs choses à dire. Il y avait ces caravanes qui étaient organisées avec beaucoup d'entrepreneurs il y a quelques années. Encore une vision royale, une décision royale. Et puis, il y a quand même, le Maroc a su se mettre à la place de ceux qui partaient, et je pense à la France. Il y a un ancien directeur de la DGSE qui disait il y a quelques années, en parlant du Maroc, que le Maroc avait pris la place de la France, notamment dans les banques, et donc c'est ce qu'a réussi à faire le Maroc. Alors, il y a un avant 2017 et un après 2017. Avant 2017, le Maroc avait laissé, on va dire, chaise vide. En tout cas, il avait adopté la politique de la chaise vide au niveau de l'Union africaine. À partir de 2017, le roadshow que Sa Majesté avait fait effectivement dans plein de pays africains, la manifestation de la volonté du Maroc d'acter justement cet ancrage en Afrique, et pas par de beaux discours, et pas par héritage culturel, religieux, immatériel. Le Maroc est venu dire aux Africains, nous sommes capables de co-construire cette Afrique avec justement cette intelligentsia africaine. Et depuis, les investissements ont suivi, les échanges commerciaux ont suivi, la diplomatie a suivi, les échanges aussi pour accompagner cette diplomatie, on va dire en parallèle, se sont renforcés. Pour nous autres, on organise pas mal d'événements scientifiques. Il y a de la mobilité aussi qui se fait entre universités africaines. Il y a des événements qui sont organisés à l'échelon africain. Donc, de plus en plus, on est beaucoup plus dans des rapports sud-sud que dans des rapports un petit peu à l'ancienne, nord-sud ou sud-nord. Ouais. Et ça, c'est Est-ce que ce en rapport rupture. sud-sud, disons les choses, est-ce qu'il existe vraiment? Bah oui, ça existe. Oui. Non, parce que, les chiffres qu'on savez, il y a vient le- d'avancer. Il y a ce terme de hub qu'on utilise depuis pas mal de temps, un peu à toutes les sauces. Ouais. Donc ces rapports-là, vous me le dites, vous, Oui. au niveau, par exemple, de la recherche, au niveau des échanges, ça existe. Bah, ça existe, mais Ça se développe, c'est ça gagnerait toujours à se à développer, développer. bien Voilà, entendu. c'est ça. Bien entendu. On n'est pas au point de dire effectivement que le beau fixe, il est là et que tout marche effectivement comme une montre suisse. Non, c'est un petit peu exagéré de le dire comme ça. Il y a encore du chemin à faire, mais il y a un capital à consolider. C'est une question pertinente. Essayons d'analyser réellement ce modèle marocain. Déjà, historiquement parlant, il y a un point d'inflexion. Je rejoins l'idée de mon ami Bayad. C'est le retour du Maroc à l'Union africaine. Vous savez que le Maroc, pendant des années, on a boycotté, on a tourné le dos à l'Afrique. Et à un certain moment, en 2017, Sa Majesté le Roi a dit, d'un point de vue politique et diplomatique, il faut un retour fort. 2017, c'est le C'était point le d'inflexion. retour du Maroc à la politique À la marocaine, politique, ouais. dans la politique Vous marocaine. savez que vous ne pouvez pas réussir d'un point de vue économique si vous n'avez pas la couverture politique. Moi, j'ajouterai trois grandes stations importantes dans ce modèle économique. Vous savez que notre voisin algérien a essayé de mettre le Maroc dans une logique d'embargo. D'accord ? On a fermé les frontières avec l'Algérie, mais il a aussi essayé, il y a quelques années, de bloquer le passage Guergueret. Ce qui veut dire tout simplement qu'il n'y aura plus de commerce terrestre avec l'Afrique. Donc les forces armées royales ont ouvert ce passage terrestre qui est important pour le trafic routier. Ça, c'est la deuxième station la plus importante dans les relations économiques avec l'Afrique. La troisième grande station importante, c'est la présence financière. Vous savez que lorsqu'on investit dans les pays africains, il faut qu'il y ait du financement, de l'accompagnement. Et ce sont les grandes banques marocaines qui ont investi des milliards dans ce secteur avec des infrastructures, télécom, OCP, et je passe. Troisième grande station, c'est la dimension logistique. Donc il a fallu à un certain moment dire comment désenclaver certains pays qui souffrent, qui n'ont pas de passage de face maritime, notamment le Tchad, le Mali, le Maroc, et va ouvrir prochainement un passage via Smara vers ces pays. Et on leur donne la possibilité de profiter, d'utiliser le port de Dakhla. Donc voilà, 4 grandes stations stratégiques qui nous permettent de créer de la valeur, qui nous permettent d'être dans la vision win-win,
je dirais sud-sud, et de conforter le Maroc en tant que... J'ajoute, M. Franck, vous avez dit, est-ce que le Maroc a pris la place de la France? Je dirais non. Le Maroc a pris sa... C'est pas moi qui le disais. Oui, voilà. ce que disent certains analystes. Oui, certains politiques. Le Maroc, c'est un politique. Le Maroc a pris sa position historique en Afrique. Et bien sûr, la France et les pays africains font partie de l'histoire économique parce qu'aujourd'hui, lorsque le Maroc investit en Afrique, s'il y a derrière des sociétés françaises. C'est cette relation fructueuse entre, par exemple, le Maroc et la France, entre le Maroc et l'Espagne, parce que les grandes puissances économiques mondiales, en l'occurrence les États-Unis, l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne, ont compris que le Maroc, c'est un pays sérieux, c'est un pays qui investit dans le long terme et on peut lui faire confiance. Et ça, c'est très important. Parce que la véritable richesse du Maroc, c'est cette relation de confiance, c'est son sérieux qui n'a cessé de développer avec ses partenaires. Et aujourd'hui, nous avons l'illustration la plus importante, la CAN, la Coupe du Monde. Et n'oublions pas que nos ennemis essaient à tout prix de déranger l'organisation de la future Coupe du Monde 2030. On doit être vigilant. On doit rester orienté targets vers l'objectif et on ne doit pas rentrer dans des discussions qui ne vont pas servir vraiment le Maroc. Alors l'avantage du Maroc, et je reviens sur ta question de tout à l'heure, en quoi, et en rapport avec le discours royal, en quoi le modèle marocain il est singulier. Il est singulier parce que l'approche elle est quasi similaire par rapport aux problématiques africaines. Lorsque des investisseurs marocains, des entrepreneurs marocains, des sociétés marocaines se présentent en Afrique, elles se présentent avec un savoir-faire qui est contextualisé par rapport au Maroc, mais qui a beaucoup de similitudes par rapport à ce qui se passe en Afrique. Lorsque vous faites appel à un Européen ou un Américain ou un Asiatique, avec toute la bonne volonté qu'il pourra avoir, il y aura toujours un gap. C'était le cas dans la banque de détail, par exemple, Oui. en Afrique. Oui. Je pense que les Marocains ont été beaucoup plus professionnels et perspicaces. Ouais. Et puis même maintenant, dans le développement de ces plateformes effectivement d'intelligence artificielle, vous savez, de plus en plus le Maroc, il est, grâce au projet Maroc Digital 2030, il est en train de percer dans ce sens-là. Donc avec nos amis africains, on est capable de faire des choses là-dessus. Un dernier mot rapidement par rapport à ce que disait Saïd, justement sur ce que j'ai appelé le pouvoir de nuisance. Vous savez que nos amis algériens, ils ont tout fait, ils ont mis les bouchées doubles pour nous couper du reste du monde. Et je m'explique rapidement là-dessus. Ils ont coupé, comme l'a dit, par rapport au passage Guelguelet. Ils ont aussi créé la zizanie avec nos amis arabes, avec l'histoire effectivement de la Palestine et du conflit avec Israël, pour dire que le Maroc, il est beaucoup plus, on va dire, à mi-chemin, on va dire, par rapport à la cause palestinienne, alors que on a vu, suite à la CAN, il y a plus d'Algériens qui sont sortis pour fêter la victoire des Sénégalais que pour le dossier de Gaza. Donc ça aussi. Et puis vis-à-vis de l'international, ils sont partis très vite vers les Européens pour proposer leur pétrole, leur gaz naturel, encore une fois pour couper l'herbe sous les pieds du Maroc. Voilà. On revient juste après les infos présentées par Zineb Jioudi, puisqu'il est 9h. C'est la matinale jusqu'à 10h. L'émission est réalisée par Youssef Kotni. Ouais. Qu'on ne remercie jamais assez. Ouais, qu'on ne jamais assez. Surtout il est derrière les vitres. Surtout quand on est en train de discuter, etc. etc. Heureusement qu'il est là, heureusement. Oh là là. Les décodeurs jusqu'à 9h30 avec Saïd Youssef, professeur d'économie à l'université Hassan II de Casablanca et consultant, et Hicham El Bayed, docteur en relations économiques internationales, docteur en management des territoires, conférencier, modérateur, chroniqueur radio et TV. Est-ce qu'on rajoute quelque chose quand même sur l'Afrique là, avant de passer à un autre sujet, à notre porte-monnaie? Moi, je vais ajouter un seul mot pour dire que les relations avec les relations maroco-africaines, c'est du stratégique, basé sur win-win et la profondeur stratégique, historique du Maroc, elle est en Afrique. Et tous les citoyens et les citoyennes, les décideurs aujourd'hui politiques, économiques, doivent prendre en considération le discours royal qui est clair et qui trace une véritable feuille de route. Alors justement. Oui, effectivement, c'est ce qu'on disait en off. Vous êtes bien tous les deux, vous avez presque un numéro de duettiste. Vous pouvez faire un spectacle. Merci pour le compliment, Franck. Merci. Non, mais je voulais juste apporter un petit complément par rapport, justement, à chaque fois, moi, je le disais tout à l'heure, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt la table ronde animée par Aziz Akhnouch à Davos. Et
Et on entendait chaque fois, effectivement, que c'est des visions royales par rapport à la politique de l'État social, par rapport au chantier gigantesque du Maroc, ici et là. Bah, justement, pour rappeler à tous ceux qui nous écoutent, peut-être à l'international, que Non, mais vision l'international, royale. c'est intéressant parce que Davos, évidemment, tous les journalistes internationaux étaient là. Oui, oui. Et Et à chaque fois, on entend discours royal, c'est vision vrai qu'à- royale. À chaque fois qu'on a une déclaration politique ou économique Oui. marocaine, on revient toujours aux visions Ouais, on royales. fait du cadrage Et par rapport à c'est cela. intéressant de dire pourquoi. Pourquoi? Oui, parce que une vision royale veut dire il y a un gage de stabilité par rapport à ça. Il y a une vision derrière. C'est pas une vision d'un gouvernement qui va peut-être finir son mandat et partir ailleurs. Non, l'idée c'est qu'il y a une stabilité, une vision, il y a une stratégie, il y a une constance, il y a une évolution effectivement dans le projet et que ça soit pris en charge par Sa Majesté, c'est dire qu'en amont, on a suffisamment étudié effectivement les projets pour les mettre en place. Et puis après, a posteriori, c'est dire effectivement qu'on va se charger de la continuité de cette vision. Et ça, c'est important aussi, c'est un message important pour les investisseurs, ce que disait Saïd tout à l'heure. Lorsqu'on voit effectivement l'agressivité des IDE marocains qui partent à l'international, mais aussi dans le sens entrant au Maroc, ça veut dire que nous avons une politique d'attractivité, une politique d'internationalisation qui marche très bien. Alors quand je dis très bien, bien entendu, il y a toujours une marge d'amélioration, on a encore des choses à perfectionner, il y a du fine-tuning effectivement à mettre en place, mais ça veut dire que sur ces registres-là, la vision royale est un gage de stabilité, un gage de garantie justement en termes de pérennité et en termes de durabilité. Allez, on passe au deuxième sujet, confiance des ménages. Ouais. Le moral remonte. Mais la vie reste chère. En fin d'année 2025, la confiance des ménages marocains s'améliore nettement. Selon l'enquête du HCP, l'indice de confiance des ménages atteint 57,6 points au quatrième trimestre contre 53,6 points au trimestre précédent, donc ça monte. Et par contre, 46,5 points un an plus tôt, soit un gain de près de 11 points en un an. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ce chiffre nous dit concrètement de l'état d'esprit des Marocains, de leur comportement, je ne sais pas, du coût de la vie au Maroc? Que dit ce chiffre-là en 11 points? Vous, les spécialistes. Donc il s'agit d'un indicateur de confiance des ménages, calculé par la HCP chaque trimestre, qui est un indicateur d'anticipation, je dirais, de mesure de degré d'optimisme des ménages, si on veut résumer, si on peut un peu simplifier les choses. Ouais. On dégage du dernier trimestre 2005 une amélioration par rapport à T3, au trimestre 3 2025, mais aussi par rapport à 2024. Moi, je pense que déjà, il y a l'effet de la pluie, hein, parce qu'on doit comprendre qu'à partir de décembre, novembre, on a commencé à avoir quelques précipitations et là, on retrouve cette relation étroite entre la perception, l'anticipation, l'auto de croissance et la pluviométrie. Donc, l'année 2026, avec les pluies, s'annonce en termes de croissance, en termes d'emploi, il y aura une amélioration au niveau de tous les agrégats. Et ça, c'est une donnée de l'histoire économique du Maroc. Lorsqu'il pleut, l'économie marche. Mais moi, ce que j'ai dégagé à travers les résultats de cet indicateur de confiance, c'est qu'il y a encore du travail sur certains plans, notamment le coût de la vie. Les ménages ne sont pas très confiants en termes de coût de la vie. En termes de l'épargne, on n'épargne pas suffisamment au niveau des ménages. En termes de finances, donc il y a quelques éléments qui ressortent de cet indicateur et qui montrent qu'aujourd'hui, le gouvernement du Maroc, les décideurs, les institutionnels ont encore du travail à améliorer le degré d'optimisme du ménage. Et on sait bien que cet indicateur, il est important pour la politique publique. Et je dirais ici, à titre d'exemple, on dit qu'il y a un problème au niveau du financement, au niveau de l'épargne. Ça veut dire quoi? Que les ménages, les revenus qu'on distribue aujourd'hui ne sont pas suffisants pour subvenir aux besoins des ménages. Et donc, il y a analyse à faire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger le pouvoir d'achat du citoyen? Sachant bien qu'aujourd'hui, une bonne partie des citoyens dépensent jusqu'à 30-40% dans les frais de scolarité de
de leurs enfants. Deux, qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter cette inflation qui touche le coût de la vie, surtout tout ce qui est le produit alimentaire, l'énergie, le transport. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour répartir davantage le revenu? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, vous avez un taux de croissance. Cette année, dans les objectifs, on parle de 4,5 jusqu'à 5. Avec la pluviométrie, on espère un peu plus. Avec une production céréalière record. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger, pour répartir correctement cette richesse entre tous les ménages, entre tous les citoyens? Donc, à mon sens, aujourd'hui, cet indicateur. Là, vous me dites qu'il faut mérite... que l'État dépense de l'argent. Oui, pas dépenser, mais il faut les mécanismes de répartition des revenus et surtout comment protéger le pouvoir d'achat du citoyen. Parce qu'on a augmenté certes le SMIC, on a certes maîtrisé le taux d'inflation, mais il faut aller voir maintenant quel est l'impact de cette inflation sur le coût de la vie du citoyen. Parce que le citoyen, j'ai dit dans l'exemple, les frais de scolarité, c'est 30%, les frais... Les frais au niveau de la santé sont importants et donc on est en train de laminer le pouvoir d'achat de certaines catégories de citoyens et surtout la classe moyenne. Donc ça mérite réponse, ça mérite réflexion, ça mérite décision et suivi. N'oublions pas que le bonheur des citoyens est une donnée importante pour une stabilité politique, sociale, etc. Alors ce genre d'enquête... En tout cas, moi je reste perplexe par rapport à ce genre d'enquête. Alors je vais vous dire pourquoi. Tout d'abord par rapport à l'échantillon. L'échantillon, vous savez, pour qu'il soit significatif, il faut qu'il soit représentatif. Quand vous parlez et vous êtes en train de généraliser sur les ménages au Maroc, de qui parle-t-on? Est-ce que c'est dans le milieu urbain? Est-ce que c'est dans le milieu rural? Est-ce que c'est des ménages qui travaillent dans l'informel, secteur privé, secteur public? Il va falloir qu'on sache déjà de qui on parle pour pouvoir se prononcer sur le moral des ménages. Moi, je trouve ça, c'est la première problématique. Deuxième problématique, c'est par rapport à la taille de l'échantillon. Tout à l'heure, je disais, par rapport à l'urbain, l'urbain de Casablanca n'est pas l'urbain de Bniminal ou de Khnifra. Donc là encore, l'hétérogénéité fait que arriver à des conclusions hâtive pour dire que le moral des ménages, il est plus ou moins au beau fixe, ou il va l'être. Moi, je trouve que c'est réducteur et en même temps, c'est biaisé. Et quand c'est biaisé, a posteriori, vous avez un exécutif qui va partir sur des politiques publiques qui ont été montées sur la base de ce genre d'enquête. Donc, quand vous avez des enquêtes qui sont biaisées, forcément, les politiques publiques vont l'être. Et c'est ce qui fait effectivement que nous nous retrouvons assez souvent avec des politiques publiques, prenons l'exemple de l'emploi, qui ne marchent pas. C'est vrai que ces derniers temps, peut-être, le taux de chômage a baissé d'un cran, mais ça reste quand même 13-14%. Pourquoi, avec toute la bonne volonté du gouvernement par rapport à l'emploi, on n'arrive pas à créer de l'emploi en matière de politique industrielle? Pourquoi on n'arrive pas à vraiment installer un modèle social, par exemple? Oui, il me semble que quelque part, ce genre d'enquête n'arrive pas à donner les bons indicateurs pour prendre justement les bonnes mesures. D'être là, cette enquête. Non, mais elles sont importantes. Mais moi, heureusement qu'on a le HCP. Je relativise justement, j'allais dire, le raccourci. Je tire la sonnette d'alarme pour le raccourci qu'on peut faire justement à travers. Après, je vous comprends, messieurs. C'est difficile à expliquer, c'est difficile à analyser, tout ça. Non, mais pourquoi je le dis? Pourquoi je me suis permis effectivement de dire dans un premier temps que je suis perplexe? Parce qu'après coup, vous me dites le moral des ménages au Maroc, il est au beau fixe ou il va l'être. Mais quand je regarde ce qui se passe dans la vie réelle, la viande rouge, 130 dirhams le kilo, c'est du jamais vu. Et quand on dit que le taux d'inflation... Dans cette même enquête, le ressenti quotidien reste extrêmement fragile quand même. Près de... Alors bon, après ce que vous venez de dire, Hicham, j'ai du mal à donner les résultats de cette enquête, mais bon, 78% des ménages estiment que leur niveau de vie s'est dégradé et plus de 90% constatent une hausse des prix alimentaires. Oui, c'est la réalité. Alors, j'ai l'impression qu'on est coincé là, entre deux chiffres. Allez, un gain de 11 points en un an sur cette confiance des ménages, et puis, deuxièmement, une hausse des prix alimentaires. Et on rajoute toutes les bonnes choses que vient de nous rajouter M. Saïd Youssef, c'est-à-dire le coût des écoles, le coût de l'école, etc., etc.
Vous savez, ce genre d'enquête, assez souvent, c'est beaucoup plus le contexte psychologique qui impacte la nature des réponses. Si le Maroc avait gagné la Coupe d'Afrique et on avait fait effectivement ce genre d'enquête en pleine euphorie, est-ce que vous pensez que les gens vont dire ah, ben, on se sent pas très bien, on est mal dans notre peau, etc. Le conditionnement psychologique circonstanciel affecte justement la nature des réponses. Alors je reviens juste Bon, après, il y a la réalité de ce que vous disiez, hein, la viande de bœuf oui, à ce prix-là, c'est ça la réalité. le poulet, enfin tout ce qu'on veut. Quoi. Les frais de scolarité qui sautent au plafond, et le prix du carburant à la station d'essence, les loyers, le prix du foncier, c'est une réalité. Et Difficile d'épargner dans oui, difficile dans ce cas-là, d'épargner et difficile aussi de réagir dans des circonstances exceptionnelles. Ça veut dire que vous avez un train de vie qui est limité par ce que vous touchez. Et ne parlons pas d'épargne. Hein. Vous êtes en train de consommer directement ce que vous touchez comme revenu. Donc, l'exceptionnel, vous n'aurez pas la possibilité de le gérer. Vous partez, vous contractez un crédit, vous êtes encore pris dans le tourbillon, effectivement, de ce genre d'opération. Ce que je voulais rajouter, c'est que les chiffres qui sont avancés sont trompeurs. On dit que le taux d'inflation y est entre 0,7 et 1%. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire 0,7 ou 1%? Ça veut dire 1% par rapport à 2025, si on calcule maintenant. Oui. 2026 par rapport à 2025. Donc on a l'impression que c'est pas énorme, c'est pas la mer à boire, mais c'est une augmentation de 1% par rapport au niveau élevé déjà des prix qu'on a enregistrés pour l'année passée. Ça veut dire que il n'y a pas baisse des prix, il y a des prix qui ont sauté au plafond et qu'ils y sont restés. Et c'est la réalité d'aujourd'hui. Se retrouver à la station de service avec un prix d'essence autour de 10 dirhams, 68 ou 69, est-ce qu'on doit se réjouir effectivement que ça a été baissé de 20 centimes, de 30 centimes? Non. 10 dirhams, c'est trop pour un Marocain. Comparer ça par un SMIC de 3000 dirhams, c'est énorme. Prix de la bonbonne de gaz, 70 dirhams, c'est énorme. 130 dirhams viande, le kilo, c'est énorme. Les revenus n'avancent pas proportionnellement, donc il n'y a pas indexation effectivement des prix sur des revenus sur les niveaux des prix ou sur l'inflation, et du coup on se retrouve effectivement avec des situations, j'allais dire, qui sont difficiles et j'ai l'impression, en plus de ce que j'ai dit effectivement sur ce genre d'enquêtes qui sont biaisées et qui rendent encore plus biaisées les politiques publiques, c'est que on cherche parfois à pondérer ces enquêtes statistiquement, mais le résultat statistique n'a rien à voir avec le résultat réel. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, moi, ce qui nous intéresse, c'est vrai, réaliser une enquête, ça suppose une méthodologie rigoureuse. Et toute méthodologie de réalisation de statistiques est perfectible. Je vais ajouter quand même que derrière l'HCP, il y a des modèles de prévision et d'études qui sont draconiennes. N'oublions pas que lorsqu'on parle de l'HCP, on parle d'une instance nationale et que toutes les variables dans les études, parce que j'ai déjà eu l'occasion de discuter avec les équipes de l'HCP, ils prennent en considération toutes les variables dans leur modèle de statistique, dans le modèle d'enquête, etc. Donc, ce sont des résultats quelque part fiables à 98%. Pourquoi? Parce que moi, les résultats qui sont dégagés sont là. On me dit qu'il y a un problème au niveau du niveau de vie, on me dit la capacité d'épargne, on me dit qu'il y a un problème au niveau de leucémie. C'est la réalité aujourd'hui. La réalité aujourd'hui au Maroc, c'est qu'il y a cette dichotomie entre le revenu et le pouvoir d'achat. Vous avez un revenu nominal, mais qui ne permet pas aux ménages de consommer. Ça, c'est très important. Et on peut donner un titre d'exemple. Vous savez qu'aujourd'hui, le taux de mariage ne cesse de baisser. Personne n'analyse ce phénomène. L'âge moyen de mariage des jeunes n'a cessé d'augmenter. Et les gens considèrent ça comme un phénomène normal. Ça, c'est une catastrophe sociale.
Bien sûr. Imaginez-vous, Et c'est la démographique. baisse de Et taux donc- de natalité, Mm. c'est l'instabilité des ménages, C'est les c'est jeunes qui l'avenir restent, du Maroc. c'est les jeunes qui restent le plus Voilà, longtemps possible voilà. chez- Alors qu'on chez ne- la- dans la Donc famille. il faut se poser Oui, une question parce Ouais. qu'on ne fait rien pour soutenir le ménage, pour donner des crédits pour le mariage, pour faciliter l'accès au logement. Et on est tourné dans notre politique vers l'axe Kenitra, Jadida. Il y a d'autres régions qui sont déconnectées de la croissance, du développement. Et ça vient, c'est à rappeler à maintes reprises par Sa Majesté lorsqu'il a dit non à un Maroc à double vitesse. Moi, je suppose qu'aujourd'hui, ces chiffres ils sont là. Et on n'a qu'à voir les autres pays où cet indicateur de confiance est important. très important. Et dans plein de pays, c'est ce qu'on appelle un baromètre ou un thermomètre social. Oui, Ça montre souvent, d'ailleurs, que ce soit au Maroc, que ce soit ailleurs, l'incompréhension entre les citoyens et les politiques Ouais, ouais. économiques des gouvernements respectifs. Ce baromètre-là, il est très important. Tu as raison tout à fait, Franck. Et c'est ce qui crée justement ce défaitisme des citoyens vis-à-vis de la chose politique. Mm. On a l'impression que les politiques sont dans leur univers et que la vie réelle, elle est ailleurs. Et ce que je disais tout à l'heure, lorsqu'on voit effectivement des enquêtes, des sondages dire que ça va pas si mal, que la vie au Maroc est en train de s'améliorer quantitativement, qualitativement, etc. Oui, on est d'accord là-dessus, mais il y a toujours un mais. Il y a lieu de relativiser, il y a lieu de rester pragmatique. Il y a aussi la nécessité de regarder ce qui se passe réellement chez le citoyen lambda. La vie est dure, les revenus n'avancent pas, les dépenses augmentent, et il y a j'allais dire, une espèce de tyrannie, pour revenir sur l'histoire, la petite histoire qui est gronde, des frais de scolarité. Oui. Le gouvernement n'a rien Moi, fait je vous pour ça. propose d'en Ouais. reparler un Ouais. de ces jours parce que Ouais, ouais, c'est oui, c'est très un sujet, important. Il y a plein de problèmes actuellement avec certaines écoles et certains parents d'élèves. Écoutez, remercions tout de même le HCF de faire un tellement bon travail, Oui. parce que sinon, nos politiques n'auraient Oui, aucune moi, ce donnée que sur la j'apprécie, société. Non, on n'est pas de la flagellation. Moi, ce que j'apprécie dans le travail d'HCP, Oui. c'est qu'ils n'y viennent jamais pour conforter les données du gouvernement. Ah non, non, ils tout sont à fait. là Il y a pour une donner il y a des une données indépendance, hein. réelles. Il y a une Ouais, indépendance, Parfois, tout à fait. vous savez le chef du gouvernement qui dit ça marche et eux ils disent non, ça ne marche pas. Et ça, c'est une très bonne chose. 9h26, les débats express. Vous écoutez les décodeurs d'Atlantique Matin. Les débats express. Alors j'aimerais qu'on aille du côté de Minneapolis, aux États-Unis. Ouais. Les manifestations de Minneapolis réprimées par la nouvelle police de l'immigration de Donald Trump, la fameuse ICE, ICE. Ok. Ouais. Et puis là, ce matin, Bill Clinton qui dénonce des scènes horribles. Alors Barack Obama l'avait fait évidemment. Et Bill Clinton, qui s'exprime pas souvent, dénonce des scènes horribles et exhorte les Américains à se lever et à s'exprimer. Est-ce que finalement, on voit Donald Trump, on pourrait en parler tous les jours, d'ailleurs c'est très énervant de parler de Donald Trump tous les jours, ça finit par être très énervant. On voit Donald Trump gesticuler avec l'international, on l'a vu à Davos, on l'a vu avec le Groenland, etc. Est-ce que là où il risque pas le plus gros, c'est sur peut-être un déclenchement de guerre civile dans son propre pays? Parce que ces scènes qu'on a vues qui sont absolument horribles, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre regard là-dessus? Alors, Monsieur Donald Trump, on l'a toujours taxé d'être un va-t-en-guerre. Hein, ça veut dire à chaque fois, il est prêt effectivement à se lancer j'allais dire, dans une espèce de croisade, que ce soit chez lui, aux États-Unis, que ce soit à l'international. Mais comme tu viens de le dire, on le voit beaucoup plus réussir, entre guillemets, effectivement, à l'international qu'à domicile. Et c'est pas la première fois, l'histoire, effectivement, de ce qui se passe maintenant à Minneapolis, où on a parlé, effectivement, d'un enfant de 5 ans qui a été, je sais pas, pris en otage, en tout cas pour arrêter ses parents, ou je sais pas, une infirmière aussi qui a été tuée. En tout cas, il y a 2 incidents qui étaient très graves, et je dirais les interventions musclées de l'unité
des migrations ICE aux États-Unis. On l'a vu avec Black Matters aussi, par l'histoire effectivement du conflit entre les Afro-Américains et le gouvernement fédéral. Les États-Unis, c'est un géant au pied d'argile. Tout peut basculer à tout moment. Des problèmes ethniques, des problèmes raciaux, des problèmes d'immigration. Et on oublie que les États-Unis a toujours été un melting pot, c'est un pays d'immigration par essence. Et quand un président arrive maintenant pour dire je vais arrêter cette politique, je vais renvoyer les immigrés, je vais même aller effectivement fermer les frontières. De parole quand même d'anciens présidents, ce qui oui, ça risque d'envenimer davantage la situation. Du bruit, oui, ça y est là-dessus sur les États-Unis. Moi, ça ne m'étonne pas. On est dans la politique américaine qui est pragmatique. Ce qu'on a fait à l'international pendant des années par Bill Clinton, par Bush, par Biden, on est en train aujourd'hui de le faire en interne aux États-Unis. C'est une version domestique de la politique américaine, basée sur le pragmatisme et basée sur il faut atteindre les objectifs, quel que soit le coût. Moi, j'analyse la politique trumpiste en la matière. C'est une correction. C'est une correction de la politique d'immigration, mais de façon un peu trop forcée, dramatique, etc. Donc, moi, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. D'ailleurs, c'est juste une autre facette de la politique américaine, mais cette fois-ci, qui se réalise à l'intérieur des États-Unis. Maintenant, est-ce qu'aller au point de dire que ça risque de fragiliser une grande puissance économique? Je dirais non, parce qu'ils ont les filets de sécurité, les politiques qui permettent de toujours sauvegarder les grands équilibres. Messieurs, je vous remercie d'être venus aujourd'hui dans les décodeurs. Saïd Youssef, Hicham El Bayed. Merci Franck. Merci à vous. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine. Merci Franck. Et Merci on se retrouve demain pour d'autres décodeurs. Et on est ensemble jusqu'à 10h. C'est la matinale d'Atlantique. Atlantique Matin.